Bonjour Joël Doré, Bonjour, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Bien sûr, alors je m'appelle Joël Doré, je suis directeur de recherche pour un institut de recherche publique qui s'appelle INRAE, c'est l'Institut national de recherche en alimentation, agriculture et environnement, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps pour intégrer le volet environnement. Et j'ai fait toute ma carrière en fait depuis l'après-école d'ingénieur au sein de l'INRAE, où j'ai travaillé depuis mon début de carrière sur le microbiote intestinal comme objet de recherche. Au début sur l'animal, puis assez rapidement sur l'homme, en lien avec notamment l'alimentation, la prévention et la santé. Et ça m'a conduit en fait à contribuer à travers une carrière assez classique de chercheur à de la construction de connaissances d'abord sur le domaine, et puis petit à petit aussi à me rapprocher un petit peu des possibilités d'aller vers la société un petit peu plus à travers par exemple l'accompagnement de projets de start-up dans le domaine du microbiote et de la santé. Alors, on va revenir au début. Pour vous, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier? Alors au début, en fait, je pense que je me consacrais, enfin j'aurais bien aimé faire un métier de vétérinaire. Et donc, c'était déjà l'aspect santé, santé animale, en fait, en l'occurrence, que j'avais en tête. Et puis, il y a dans la vie des choses comme ça qui sont des moments où les choses changent d'orientation de façon assez quelquefois assez impactante. Et c'est mes parents qui m'ont dit oui, c'est bien de candidater pour vétérinaire. Il y a aussi dans le même domaine, en fait, le domaine de l'agronomie et des écoles d'ingénieurs sympas sur le sujet. Donc, j'ai candidaté pour les deux. Finalement, c'est le succès au concours des écoles d'agronomie qui m'a conduit à faire un diplôme d'ingénieur agronome. Et en fin de parcours, à travailler sur la microbiologie et notamment la microbiologie en lien avec la santé animale. Et ça a été assez impactant. J'ai découvert un petit peu le monde de la recherche en fin de DEA à l'époque, de master aujourd'hui, et ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai candidaté pour rentrer à l'INRA. Et je suis rentré à l'INRA dans un mécanisme à l'époque qui, en gros, permettait d'avoir un contrat en fait sur 3 ans. Et puis, si ça marchait bien, et si on avait une thèse au bout des 3 ans, de candidater pour être permanent, en fait, pour être titularisé. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai suivi. J'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse aux États-Unis sur le microbiote intestinal des animaux de rente, en fait, de production, les ruminants. Et puis, de retour en France, commencer mon travail avec l'INRAE. Et là aussi, il y a eu une orientation qui n'était pas anticipée, mais j'étais affecté dans un laboratoire à côté de Clermont-Ferrand, dans la chaîne des Puys, en fait, dans un cadre superbe. Mais mon épouse n'a pas trouvé de boulot là-bas, et donc du coup, elle a trouvé sur Paris. Et donc, on a commuté pendant quelques temps, et puis à un moment donné, j'ai demandé à être rapproché de Paris. Et dans ce mouvement-là, c'est ce qui m'a conduit à passer d'un travail sur le microbiote intestinal chez l'animal au travail sur le microbiote intestinal chez l'homme et à commencer à travailler avec des médecins. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que le microbiote intestinal? Bien sûr. Et donc, en fait, nous humains, on est microbiens. On est microbien à partir du moment même de la naissance, c'est-à-dire qu'on va rencontrer tout un tas de microbes au moment où on est, des microbes qui sont principalement d'origine maternelle quand on est par voie basse, par voie naturelle, et on devient donc microbien et ça impacte vraiment tout notre fonctionnement. Ce qu'on appelle le microbiote, par raccourci, ça fait référence à tous les microbes avec lesquels on interagit au niveau intestinal, mais en fait, on est microbien partout, c'est-à-dire qu'on a notre microbiote sur la peau et on a des microbiotes à toutes les interfaces qu'on appelle muqueuses de l'organisme. Donc, c'est vrai dans le nez, dans la bouche, dans les voies respiratoires, c'est vrai au niveau des voies génitales et urinaires, c'est vrai au niveau des voies intestinales qui sont aussi en contact par le haut et par le bas avec le monde extérieur. Et donc, ce qui est important à bien voir, c'est que ces microbiotes, c'est des écosystèmes microbiens, comme
tous les écosystèmes microbiens de la planète. Et d'ailleurs, tous les organismes vivants sur la planète sont essentiellement en relation aussi avec des microbes. Et, et ces microbiotes-là, ils sont remarquablement stables en fait au fil du temps. Même sur la peau, on sait que quand on se lave les mains avec du savon, bah, on va décaper pas mal, mais ça revient et ça revient presque à l'identique de ce que c'était avant en fait. Donc on a vraiment une association assez intime avec les microbes avec lesquels on interagit. Et donc bah, mon objet de recherche a été le microbiote intestinal de l'animal et de l'homme, avec comme idée que d'une part, on peut potentiellement agir sur le microbiote, on ne peut pas agir sur la génétique, mais par contre, cet autre génome en fait, qu'on héberge avec nous, on peut le moduler un petit peu, donc ça peut être important pour la prévention et pour la santé. Donc, ce qui est intéressant dans le microbiote, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça agit sur le mental, sur le Oui, stress, l'anxiété. alors, oui, oui, tout à fait. Alors, on sait que l'interaction qu'on a avec nos microbes est vraiment un impactant fort, un déterminant du bien-être et de la santé. Ça, on l'a bien documenté, notamment en étudiant le microbiote, en comparant des sujets sains et des patients ou des sujets atteints de troubles dans différentes indications en fait, de la clinique. Et on a assez souvent, notamment dans les maladies chroniques, et on pourra revenir sur pourquoi on travaille sur les maladies chroniques, mais notamment dans les maladies chroniques ou les troubles, euh, mis en évidence des altérations du microbiote intestinal. Et ça a été vrai au tout début, plutôt sur des maladies de l'intestin, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, ou des maladies du métabolisme, comme l'obésité, le diabète, puis des maladies du foie également, quelques cancers. Et puis plus récemment, on s'est intéressé au microbiote dans les troubles soit du neurodéveloppement, de la neuropsychiatrie, ou alors de la neurodégénération, comme dans les maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Et dans ces contextes-là, on met en évidence effectivement des altérations du microbiote intestinal qui ont fait penser que le microbiote pouvait jouer sur le comportement, sur les ressentis qu'on peut avoir et sur la santé mentale en général. Et c'est un domaine donc plus récent, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur le sujet, presque 20 ans pour la partie initiale qui avait plus porté sur le comportement animal que sur la relation avec la santé mentale chez l'homme. Et ben, c'est un domaine qui se développe pas mal et sur lequel on avance potentiellement d'ailleurs vers des solutions, des possibilités de prévention ou d'accompagnement de la thérapie qui prendront en compte le fait que, comme je le disais tout à l'heure, on est humain microbien. Alors, vous dites à un moment donné qu'il faut diversifier les fibres alimentaires. Oui, la partie alimentation, en fait, est un levier vraiment important de la façon dont on peut gérer au mieux notre relation avec nos microbes. En fait, c'est 50 000 milliards de bactéries dans nos intestins et par rapport ou en face de 50 000 milliards de cellules humaines. On est moitié-moitié en fait en nombre de cellules. Et une des façons de bien les gérer, les aider, en fait, c'est de les nourrir comme il faut. Et nourrir comme il faut, ça veut dire leur apporter bien sûr du carbone et de l'énergie, en fait, hein, parce qu'elles ont besoin de ça pour se multiplier. Et une partie est fournie par le corps humain. C'est notamment du mucus qui est produit au niveau intestinal en permanence et qui nourrit un certain type de microbes et une chaîne alimentaire microbienne. Et puis l'autre partie principale, elle vient de l'alimentation. Et comme là où on a le plus de bactéries, c'est dans les parties lointaines de l'intestin, c'est au niveau du gros intestin, du côlon, eh bien à ce niveau-là, tout a déjà été digéré à travers le passage dans le système digestif, sauf ce qui est résistant aux enzymes humaines, en fait, ou les molécules pour lesquelles on n'a pas les enzymes pour les dégrader, et notamment les fibres alimentaires. Et donc, apporter des fibres alimentaires, c'est nourrir notre microbiote intestinal. Donc, on peut le voir comme un jardin intérieur et c'est apporter les substances ou les substrats à notre jardin intérieur. Et en fait, le point important, c'est la quantité un peu, parce que les nutritionnistes nous disent aujourd'hui, on n'est pas tout à fait au niveau qu'il faudrait. On a en moyenne 17 grammes de fibres par jour chez l'adulte humain en France. Il faudrait être plutôt près de 30 en fait, hein, donc il faudrait presque doubler l'apport de fibres. Et puis, il faut surtout, pour le microbiote,
de la richesse, de la diversité, parce que les microbes sont des spécialistes pour la dégradation des fibres, et donc si on apporte différents types de fibres, on va nourrir différents types de spécialistes, et ça va diversifier le microbiote intestinal dans son ensemble, et ça, on voit ça plutôt comme un élément très bénéfique en termes de prévention et de santé. Ma question, quels sont les aliments qui favorisent du coup un bon, microbiote en fait? Alors, on a évoqué les aliments qui favorisent un bon microbiote. On a parlé des fibres d'abord et avant tout. Et il faut bien voir que les fibres vont jouer parce qu'elles apportent de l'énergie en fait pour les microbes. Mais il y a aussi beaucoup d'autres façons d'être bénéfique au microbiote à travers l'apport alimentaire parce que le microbiote est en interaction avec la partie humaine et notamment au niveau de l'intestin il a besoin d'avoir un écosystème en fait qui est protecteur. Ça passe par une limitation de la perméabilité intestinale. On veut que la paroi intestinale soit intacte et bien protégée par l'absence d'inflammation. Et quand il y a de l'inflammation, très souvent, il y a du stress oxydant. Et ces composés-là, de la partie intestin de la relation homme-microbe, elles sont vraiment importantes. Et il y a des composants de l'alimentation qui vont être protecteurs vis-à-vis de ces éléments-là et qui, ce faisant indirectement, vont être protecteurs de la relation entre l'homme et le microbe. Parfois, je parle de symbiose entre l'humain et ses microbiotes. Et donc, parmi ces éléments-là de l'alimentation, il y a par exemple les acides gras oméga 3. Donc, c'est les bonnes graisses, on va dire, qui sont apportées par exemple par l'huile de colza ou l'huile d'olive. Et on sait que ces éléments-là sont protecteurs de la paroi intestinale et sont également anti-inflammatoires. Il y a également des composés comme les polyphénols, donc c'est de la matière végétale, c'est ce qui donne en grande partie la couleur au végétal. Et c'est des molécules qui sont protectrices de l'inflammation et du stress oxydant. Ce sont des antioxydants. On dit que c'est des molécules qui vont permettre d'augmenter la vie des cellules, en fait. Et c'est vrai pour nos cellules, mais ça va être aussi protecteur globalement de l'écosystème dans lequel vivent les microbes. Et puis, à l'opposé, on sait que limiter certains éléments de l'alimentation va être protecteur parce que c'est des éléments qui sont plutôt stressants vis-à-vis de l'écosystème intestinal. Donc, c'est vrai, par exemple, pour certains additifs alimentaires. Il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus encore aujourd'hui parce que pour l'instant, on ne s'est pas trop posé la question de comment la chimie de l'alimentation joue sur le microbiote particulièrement, mais il y a quelques travaux sur des émulsifiants alimentaires, par exemple, qui montrent que certains d'entre eux, qui sont utilisés très couramment en fait dans la technologie alimentaire aujourd'hui, et donc on va trouver dans les aliments transformés, sont promoteurs d'une perméabilité intestinale et d'une inflammation au niveau intestinal, et donc ils ne vont pas être sympas du tout vis-à-vis du microbiote intestinal en fait. Et ça va conduire sur des modèles animaux en tout cas à une altération du microbiote, à de l'inflammation, à potentiellement des altérations qui vont pouvoir s'auto-entretenir et donc conduire à des situations plus fragiles. Et puis de la même façon, on sait que un apport très important de protéines animales, par exemple, va conduire à la production par la fermentation bactérienne de petites molécules qui sont plutôt, on dit co-carcinogènes, qui sont plutôt promotrices de cancer en fait. Et donc du coup, ça va faire de l'inflammation au niveau intestinal et ça va aussi indirectement jouer sur le microbiote intestinal. Alors globalement, on a des collègues qui travaillent sur l'épidémiologie nutritionnelle et notamment qui recommandent la façon dont on devrait s'alimenter aujourd'hui. C'est plutôt basé sur la nutrition, mais les grandes règles de recommandation aujourd'hui, elles vont bien pour le microbiote intestinal. C'est cette fameuse suggestion de consommer 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Ben ça garantit un apport de fibres et de polyphénol notamment. C'est moins de sel, mais surtout les apports de bonne graisse. Donc tout ça, ça se rejoint assez bien pour favoriser la relation qu'on va avoir avec nos microbes. Alors est-ce que la pratique, d'une activité physique la pratique du jeûne, sont-ils aussi efficaces? Alors, c'est deux questions un peu différentes, le jeûne et l'activité physique. Donc, je vais les traiter un peu séparément. Ce que l'on sait du jeûne, et c'est pas grand-chose en fait, hein, aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des effets, peut-être plutôt directement sur l'inflammation.
en fait. Et donc, comme je l'évoquais pour les bonnes graisses, par exemple, indirectement sur le microbiote intestinal. Il doit y avoir seulement 2 ou 3 publications dans la littérature scientifique qui sont solides et intéressantes et qui parlent de l'effet du jeûne sur le microbiote. Il y a beaucoup d'autres publications sur l'effet du jeûne dans la thérapeutique, par exemple, ou globalement dans le ressenti et la santé mentale. Pas beaucoup sur le microbiote pour l'instant, c'est un domaine certainement qui va se développer. Et puis l'activité physique, alors ça aussi, on n'a pas énormément de travaux là-dessus. Ça peut jouer de plusieurs façons. Globalement, il faut le voir comme peut-être une dissociation entre ce qui a été publié sur des athlètes, par exemple, et donc de l'activité physique très intense, très intensive, où on s'attendrait plutôt à ce qu'il y ait une promotion d'inflammation, par exemple, parce que quand on fait de l'exercice physique endurant, mais intense, on va effectivement générer de l'inflammation au niveau musculaire, donc ça circule dans tout l'organisme. Et en réalité, ce que l'on voit, c'est que le corps de l'athlète, il est adapté à ça et il répond très très vite et très très bien à ce stress de l'activité physique au niveau physiologique, au niveau musculaire en fait, quoi. Et globalement, c'est plutôt des gens qui sont bien protégés vis-à-vis du microbiote intestinal. Par contre, le deuxième volet, c'est comment ça va jouer sur bah, presque on pourrait aller jusqu'à la santé mentale ou en tout cas jusqu'à la perception de stress en général. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'activité physique va être un élément qui va nous aider à globalement déstresser. Et en fait, c'est intéressant de parler de stress parce que stress et microbiote sont liés. La façon dont c'est lié principalement, c'est que dans le stress chronique, on a comme facteur physiologique fort le fait que les petites glandes qui sont au-dessus des reins, les glandes surrénales, produisent des composés, des molécules de stress en fait, et notamment l'hormone de stress, le cortisol. Et l'un des premiers effets du cortisol, c'est de promouvoir de la perméabilité intestinale. Et donc ça va tout de suite agir sur l'écosystème dans lequel vit notre microbiote intestinal, et, et ça va jouer globalement sur l'équilibre, la relation qu'on a avec nos microbes. Et donc, bah, le stress va diminuer en fait l'activité physique, pardon, va diminuer cette perception de stress, diminuer le taux de cortisol et ce faisant, globalement, améliorer la façon dont l'écosystème intestinal est favorable à notre microbiote et à notre relation de symbiose avec nos microbes. Alors, j'ai une question un peu philosophique à vous poser. À travers vos travaux, votre expérience et rencontres, vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Alors, question philosophique. Qu'est-ce que j'ai appris à travers mes travaux sur l'être humain? En fait, j'ai appris, comment dire, que en réalité, on a du mal à concevoir la notion systémique des choses. Et donc, on se voit de façon un petit peu égocentrée souvent, dans un environnement qui est assez limité, alors qu'on est en fait une partie d'un système vaste qui est à la limite l'environnement dans lequel on évolue, qui est aussi un environnement microbien, et ça va compter pour la façon dont on est et dont on évolue microbien dans notre vie. Et puis plus globalement, en fait, au niveau de la planète. Et, euh, et quelque part, c'est les travaux qu'on réalise aujourd'hui sur le microbiote intestinal, ceux que je porte le plus, en fait, ont justement comme vocation à, euh, à pousser la notion de la relation homme-microbe comme quelque chose de vraiment systémique, de vraiment global. Et bah, c'est pas simple, c'est pas forcément très très bien enseigner, en fait, je pense, hein. Et donc, du coup, voilà, je pense que l'humain se voit un petit peu de façon rétrécie par rapport à ça. Et ça conduit à tout un tas de travers qu'on connaît dans la façon dont les gens conçoivent le monde, même au niveau, à la limite, politique aujourd'hui, quoi. Ou en tout cas, la relation de l'homme et de son environnement. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, y compris de mon métier sur la microbiologie intestinale, dans la façon dont on peut gérer
notre relation avec nos microbes, c'est d'une certaine façon gérer notre relation avec les environnements sur la planète. Quelquefois, je fais ce rapprochement entre la sixième extinction qu'on est en train de vivre aujourd'hui en termes de biodiversité, mais biodiversité visible à l'œil, et une forme de perte de richesse des microbiotes intestinales qui est observée par notre domaine de recherche dans la population humaine. Alors, on sait que depuis quelques dizaines d'années, probablement seulement un demi-siècle en fait, ou un petit peu plus, on n'a pas été très sympa avec notre symbiose, notre relation avec nos microbes, à travers plein de changements dans nos habitudes de vie, dans la façon dont on gère notre alimentation, dont on gère la naissance, en fait. Tout ce qui entoure la naissance a été beaucoup changé à travers une soixantaine d'années maintenant. Et puis l'exposition dans laquelle on se met au niveau environnemental, en fait, hein, de la chimie en général, de l'environnement, des polluants, mais aussi de l'alimentation. Et on évoquait les additifs alimentaires tout à l'heure. Tout ça, ça joue sur globalement la façon dont on agit, dont on interagit avec nos microbes. Et c'est un petit peu analogue à ce qui se passe au niveau de la planète où on regarde un petit peu à proximité éventuellement. Et puis, on n'est pas très, très inquiet d'effets à long terme ou d'effets vastes en fait sur la planète. Et pourtant, voilà, ça rejoint aussi les considérations qu'on peut avoir sur le changement climatique aujourd'hui où pas mal de choses de ce qu'a fait l'humain ont un impact majeur et du coup, on pourrait presque se demander, est-ce qu'il faut pas, en même temps que moi j'ai envie de dire, il faut se soucier de la relation qu'on a avec nos microbes à l'intérieur, il faut aussi forcément se soucier de la relation que l'humain a avec tout l'extérieur, s'il veut effectivement pas accélérer le processus d'évolution qui pourrait presque conduire à la disparition de l'humanité, en fait. Alors Joël, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur rêve? Euh, oui, j'ai envie de dire il faut pas se donner de limites, en fait. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance à travers ce que j'ai ressenti comme des choses qu'il fallait faire, mes envies de faire en termes professionnels et puis qui de plus en plus rejoignent aujourd'hui des besoins de la société. Et je pense il faut finalement, même si on entrevoit des barrières et des limites, il faut rester très optimiste et positif et croire dans ses envies de faire, en fait. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer à faire ce que vous faites, qui vous motive? Alors, dans mon métier, qui est un métier de chercheur, au départ, on est principalement avec une blouse et des pipettes à la main, des boîtes de pétri pour les microbes, et on est à la paillasse, en fait. Et on est très loin de ce que ça peut avoir comme implication pour la société. Et puis, petit à petit, au fil de ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir me rapprocher de plus en plus de ce qu'on peut voir comme des besoins de la société. Et naturellement, parce que j'avais envie de travailler sur l'aspect prévention des maladies, notamment des maladies chroniques, et puis sur l'aspect thérapeutique aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des projets de société qui, elles, finalement, conduisent à développer des produits et des solutions qui répondent à des besoins sociétaux, notamment pour la santé humaine. Et pour moi, ça a été l'évolution la plus magique de mon métier, en fait, parce que à la fin, quand on se retrouve en situation de pouvoir faire bénéficier la société de travaux qu'on a réalisés dans le passé et que ça va jusqu'à prévenir des maladies ou guérir ou soigner ou aider des patients à passer à travers des périodes difficiles, c'est incroyablement gratifiant, en fait. On dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Mhm. C'est vrai? On dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que le système nerveux, c'est des neurones, en fait, les cellules du système nerveux. Et il y a dans l'intestin le deuxième pool de neurones de l'organisme humain. Le premier est bien sûr dans le cerveau et le deuxième est au niveau intestinal. Un intestin humain, en nombre de neurones, c'est autant qu'on a dans le cerveau d'un chat. Donc, c'est pas anodin de ce point de vue-là. Et ça communique bien sûr
avec tous les neurones de l'organisme et notamment avec le cerveau. Et puis l'autre raison pour laquelle on peut concevoir l'intestin comme le deuxième cerveau, c'est cet aspect de communication. On savait depuis longtemps qu'il y avait une communication du cerveau vers l'intestin. C'est ce qui conditionne le stress de l'examen et l'effet sur le transit intestinal quand on est un peu anxieux. On a depuis une vingtaine d'années maintenant des travaux qui nous montrent qu'il y a une relation de l'intestin vers le cerveau. Les premiers travaux sur l'animal étaient des travaux qui montraient que si on comparait des souris élevées sans microbes et des souris élevées avec microbes, il n'y a pas du tout les mêmes niveaux d'anxiété, il n'y a pas du tout les mêmes niveaux de... Ça va jusqu'au comportement animal, en fait, qui est conditionné par le microbiote. Et on a même des collègues canadiens qui avaient montré que si on transfère le microbiote de souris anxieuses ou de souris calmes et qu'on les croise, en fait, c'est le microbiote qui conditionne en grande partie le comportement des animaux. Donc, ça nous dit qu'il y a plusieurs voies de communication qui vont du bas vers le haut, de l'intestin vers le cerveau, qui passent par la voie nerveuse, mais aussi par la voie sanguine, à travers plein de petites molécules produites par les bactéries, par les microbes intestinaux en général, aussi par des cellules spécialisées de la paroi intestinale ou par les cellules des défenses naturelles. Et tout ça, ça conditionne la façon dont on se développe en fait après la naissance et puis dont on va fonctionner dans notre vie. Et on a même maintenant des travaux qui montrent que dans la dépression, par exemple, on doit pouvoir agir sur le microbiote intestinal pour contribuer à améliorer les perceptions mentales qu'on peut avoir en fait. Donc, on peut être très optimiste en fait sur le fait que dans l'avenir, si effectivement la médecine considère l'humain comme un être microbien, on a tout un volet d'innovation qui s'ouvre en fait. Alors, dernière question, la liste est longue, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oui, bien sûr. Enfin, ça me fait très plaisir de un petit peu me replonger dans le passé et de remercier des personnes. Alors, honnêtement, j'ai évoqué le fait que mes parents ont été assez impactants dans mon début de parcours vers la recherche. Et donc, ouais, bien sûr, mes premiers remerciements, ils vont à eux. Et j'ai également évoqué le fait que mon épouse, à un moment donné, a orienté, sans nécessairement le vouloir, ma carrière pour la faire passer de travaux sur l'animal à des travaux sur l'homme. Et ça a été une ouverture vraiment riche. Et puis, je pense que l'institut dans lequel je travaille, l'INRAE, a été aussi impactante parce que j'ai eu un degré de liberté pour conduire finalement toute ma carrière sur un même objet de recherche. Il y a des gens qui trouveraient ça barbant finalement de ne pas changer. Pour moi, ça a été vraiment très très bénéfique au sens où ça permet de construire sa visibilité en tant que chercheur au niveau national et au niveau international. Ça permet d'avoir aussi une vision très large en fait du domaine et donc d'aider à terme au fil de la carrière à plutôt concevoir les orientations que devrait prendre le domaine scientifique. Donc, je fais presque plus d'aide à l'orientation stratégique du domaine aujourd'hui que de manip à la paillasse comme j'ai fait au tout début, quoi. Et donc, ça, c'est impactant. Et mon institut a compté beaucoup par rapport à ça. Et puis mes premiers patrons aussi, en fait, qui m'ont donné énormément de degrés de liberté, y compris mon patron qui m'encadrait au tout début de carrière quand je travaillais sur le microbiote intestinal animal. Et voilà. Et puis au-delà de ça, en fait, au niveau, euh, au niveau des médecins, qui est un corps de métier très particulier en fait, hein. C'est des gens qui sont vraiment, je pense, en situation, et on le voit aujourd'hui avec la Covid évidemment, en situation voilà, de demande et ou d'attente sociétale forte, forte, forte. J'ai croisé quelques collègues médecins vraiment fantastiques en fait, avec lesquels j'ai pu interagir beaucoup, et je pense que l'aptitude à essayer de faire changer un petit peu la nutrition et de faire changer un petit peu la médecine, elle passe par des rencontres avec des collègues comme ça qui sont finalement ouverts à échanger sur des domaines de recherche et ou de construction de vision, en fait, hein, parce que c'est un peu des visions presque éthiques à un moment donné, qui sont loin de leur domaine à eux. Et puis, si je devais citer
un collègue. En fait, je travaille avec un collègue Hervé qui se reconnaîtra, qui est un biologiste cellulaire de formation. Et on s'est croisés à un moment où on avait tous les deux la conviction que mettre en commun nos compétences très complémentaires sur la cellule humaine et le microbiote allait pouvoir, d'une certaine façon, faire des étincelles. Et ça a nourri plusieurs années, plusieurs décennies en fait, de travaux très, 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 très intéressants. Sur ce, Joël Doré, merci infiniment pour votre temps et partage. Merci beaucoup. J'espère avoir inspiré plein de gens. Merci encore. Merci.